Bonjour à tous. Dans ce deuxième podcast, nous allons aborder l'apparition des premières civilisations. Dans le podcast précédent, nous avions vu comment les premières formes d'architecture étaient apparues. En faisant une rétrospective historique, en nous intéressant aux périodes qu'étaient la préhistoire et ensuite le néolithique, nous avions vu comment l'homme vivait pendant ces temps-là et comment un événement qui était la découverte ou l'invention de l'agriculture lui avait permis de se sédentariser. Cette même sédentarisation qui a eu pour conséquence de mener aux premières formes d'architecture. Et durant toute cette période, entre la fin de la préhistoire et le début de l'histoire, qu'on appelle aussi révolution néolithique ou proto-histoire, il y a eu toute une série de changements, de bouleversements dans les sociétés humaines de l'époque qui ont mené à l'apparition des premières civilisations. Et c'est un petit peu sur ça, sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Alors, nous allons voir déjà ce qu'est une civilisation. Il faut quand même définir de quoi on parle. Et ensuite, nous allons donner quelques exemples des premières civilisations, sans bien sûr entrer dans le détail, ce sera peut-être l'occasion d'un podcast à l'avenir. Donc nous allons voir un petit peu ces civilisations, leur architecture, leur mode de vie, etc. Alors l'une des dates les plus importantes à retenir, celle qui justement marque le début de l'histoire et aussi le début de la civilisation, parce que ces deux dates sont intimement liées. Nous verrons par la suite que le début de l'histoire coïncide avec le début des premières civilisations, et justement, ces premières civilisations coïncident aussi avec l'invention de l'écriture. Nous verrons tout ça un petit peu plus en détail par la suite. Et lorsqu'on parle de civilisation, on parle d'un degré supérieur du développement humain. J'ai toujours été, on va dire, fasciné par le fait que l'histoire, bien qu'elle soit bien souvent un éternel recommencement, finalement est aussi, d'un certain côté, une fuite en avant irréversible et irrémédiable. À partir du moment où l'homme s'est sédentarisé, a maîtrisé l'agriculture, il ne pouvait plus y avoir de retour en arrière. L'homme des cavernes ne pouvait plus jamais exister. Et si on regarde un petit peu l'histoire de l'humanité, c'est constamment cette fuite en avant qu'on observe. Pour prendre un exemple beaucoup plus lointain, à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle, il n'y avait aussi plus de retour possible en arrière. Donc, l'histoire l'histoire de l'humanité, en tout cas, l'histoire en tant que discipline purement humaine, a cette particularité d'être irréversible et de toujours aller vers l'avant. En termes un peu plus simples, on pourrait dire que l'histoire a un sens bien défini et c'est toujours vers l'avant. Alors pourquoi je dis ça, par rapport à cette idée du sens de l'histoire? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'humanité. Si on faisait l'histoire des fourmis ou l'histoire des castors ou l'histoire des lions, eh bien, leur histoire est toujours la même depuis des millions et des millions d'années. Et il n'y a pas d'évolution, en tout cas pas d'évolution au sens social du terme ou au sens technologique du terme. Il n'y a pas d'évolution et un lion, il y a 1 million d'années, est exactement le même lion qu'aujourd'hui, ou plutôt un lion d'aujourd'hui est exactement le même que le lion d'il y a 1 million d'années. Alors que bien sûr, l'être humain, il y a une grande différence entre l'être humain contemporain et l'être humain d'il y a 1 million d'années. Donc c'est cette capacité au progrès qu'a réussi à développer l'être humain, sûrement de par son intelligence supérieure, qui est intéressant à noter. On retrouve d'ailleurs cette idée du sens de l'histoire chez plusieurs philosophes, notamment Hegel, Rousseau aussi. Ce sens de l'histoire est aussi repris par Marx à travers sa thèse du matérialisme dialectique, et qui va utiliser justement ce sens de l'histoire pour expliquer finalement que toute l'histoire de l'humanité n'a jamais été autre chose qu'une lutte entre des classes dominantes et dominées. Et c'est cette lutte, en fait, qui, selon Marx, par exemple, serait le moteur de cette histoire. Donc, il y a bien cette spécificité, je trouve, qui est intéressante à noter.
Et donc, l'histoire a un début, et le début de l'histoire est marqué par l'apparition des premières civilisations. Alors, le mot est balancé, civilisation. Nous allons maintenant définir qu'est-ce qu'une civilisation. C'est un mot qu'on entend assez souvent, surtout actuellement. Peut-être que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de choc de civilisation pour désigner le, le choc ou la confrontation qui existe entre les civilisations occidentales et les civilisations orientales. Et donc, on pourrait s'interroger à partir de là, quel est le sens justement derrière ce terme de civilisation. Alors, c'est un sens c'est un mot pardon qui est très très vaste, qui est polysémique, qui a énormément euh, de sens différents, d'acceptions différentes, qui peut être utilisé dans plusieurs contextes différents. Mais nous, dans notre cas, on va l'utiliser pour désigner ce que c'est qu'une civilisation au sens, je dirais pas architectural du terme, mais euh, au sens, si vous voulez, d'ordre social, géographique et historique et aussi architectural existant dans un endroit donné et dans une période donnée. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien faire un petit peu d'étymologie avant de commencer à définir un mot. Donc, civilisation, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du terme latin civis. Donc, le terme latin civis, qui veut dire citoyen ou habitant d'une ville ou caractère euh, le caractère de ce qui se fait ou ce qui se produit dans une ville. Donc, dès le départ, on voit que ce terme est construit un petit peu par opposition à, à ce qui n'est pas civis au sens latin du terme, donc à ce qui n'est pas urbain, si on veut, à ce qui n'est pas civilisé. Donc, c'est un petit peu comme si le terme, dès le départ, est opposé au terme sauvage. Puis d'ailleurs, on a vu que pendant toute la préhistoire, justement, il y avait justement d'où vient cette distinction, c'est que pendant toute la préhistoire, euh, l'être humain avait un mode de vie donc nomade, et on pourrait peut-être l'assimiler au terme de sauvage par opposition à ce qu'il s'est passé donc après la découverte de l'agriculture et la sédentarisation, donc période à laquelle l'être humain a réussi à évoluer et donc à passer de l'état sauvage à l'état entre guillemets sauvage à l'état civilisé. Alors il faut savoir que ce terme de civilisation n'est pas intemporel, il n'a pas, il n'a pas existé, ou plutôt n'existe pas depuis très très longtemps, depuis si longtemps que ça, dans notre vocabulaire. Certains historiens lui préfèrent par exemple le terme de culture. Le mot civilisation est aussi, comme je l'ai dit précédemment, un terme qui est assez compliqué, qui est assez difficile à définir, euh, puisque c'est vraiment un terme qui est très très global et qui va englober toute une série de sens et de significations. Alors, on peut prêter deux sens, deux sens en gros, deux sens généralement. Il y a deux significations du terme civilisation. Alors, il y en a un qui est employé au pluriel et un autre qui est employé plus au singulier. Alors, le terme de civilisation employé au pluriel, c'est plus le terme qui va désigner une certaine civilisation spécifique définie par une délimitation géographique et historique bien particulière. Par exemple, lorsqu'on parle de civilisation euh, sumérienne ou de civilisation égyptienne, donc on parle d'une civilisation bien précise, on parle d'une société bien précise avec ses mœurs, ses coutumes, ses religions, ses dieux, euh, son architecture, etc., etc. Donc dans ce sens du terme, une civilisation serait l'ensemble des caractéristiques spécifiques à une société, une région, un peuple, une nation, dans tous les domaines sociaux, religieux, moraux, politiques, artistiques, intellectuels, scientifiques, techniques. Bien sûr, je pourrais ajouter énormément de termes puisque cette définition est vraiment très, très, très globale.
Je vais aussi vous citer une définition qui est donnée par l'historien Fernand Braudel. Donc selon lui, une civilisation, c'est d'abord un espace, une aire culturelle à laquelle sont rattachés des biens, matériels ou non, ce qui peut englober la forme des maisons, les traditions culinaires, la manière de vivre, etc. Tous ces biens ont une cohérence entre eux. Donc c'est donc cette définition qu'on utilise en architecture. Donc pour parler par exemple de la civilisation sumérienne, on fait référence à cette définition. Il existe encore une seconde définition qui est plus générale et qu'on emploie plus au singulier, on va plus dire la civilisation pour cette deuxième définition. Et cette deuxième définition est beaucoup plus proche du terme culture. Pour vous donner une idée un petit peu plus précise de cette deuxième définition de civilisation, voilà ce qu'en dit Anatole France. Ce que les hommes appellent civilisation, c'est l'état actuel des mœurs, et ce qu'ils appellent barbarie, ce sont les états antérieurs. Les mœurs présentes, on les appellera barbares quand elles seront des mœurs passées. Cette deuxième définition de civilisation, qui s'emploie cette fois-ci au singulier, comme vous avez pu le constater, est beaucoup plus générale. Elle fait plus, en fait, elle va plus définir l'état de progrès ou d'avancement auquel l'humanité est arrivée à un certain moment dans son histoire. Alors, on pourrait encore continuer très très longtemps comme ça, à, à parler des différentes définitions, différentes acceptions qui existent autour de ce terme de civilisation. Mais je pense que ce qu'on a donné comme élément, je pense que c'est quand même suffisant pour pouvoir comprendre à peu près, pour pouvoir saisir de quoi on parle. Donc il faut retenir que donc, nous, dans ce podcast et en architecture en général, on parle plus des civilisations que de la civilisation, bien sûr. La civilisation étant une étape de progrès dans l'histoire de l'humanité, alors que les civilisations sont plus un ensemble de caractéristiques sociales, économiques, culturelles, intellectuelles, technologiques, qui sont partagées par une même société dans un endroit donné et à un moment, à un temps donné. Les premières civilisations, la date d'apparition des premières civilisations est située aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ. Cette date, en fait, correspond aux premières traces d'écriture qui ont été retrouvées. Alors, vous êtes peut-être en train de vous poser cette question, donc pourquoi civilisation est toujours associée avec écriture? Et pourquoi écriture et civilisation sont aussi associées au début de l'histoire? Bien parce que, déjà, la première des choses, c'est que pour qu'on puisse faire l'histoire d'une civilisation, il faut qu'on ait assez d'informations sur ces civilisations. Et en général, comment est-ce qu'on retrouvait ces informations, puisque ce sont quand même des périodes qui sont très très lointaines dans notre histoire. Et donc, les traces les plus importantes et les plus riches en informations qu'on pouvait trouver étaient des tablettes d'argile sur lesquelles étaient écrites des informations ou des informations sur cette civilisation et que les archéologues pouvaient déchiffrer pour pouvoir avoir plus d'informations sur cette civilisation. Donc d'un côté, il y a cet aspect de disponibilité des traces historiques. Et ces traces historiques, bien souvent, bon, il n'y avait pas que ça comme traces historiques, bien sûr, mais bien souvent, c'est à partir des tablettes sur lesquelles étaient écrites, sur lesquelles il y avait des inscriptions, qu'on pouvait reconstituer l'histoire de ces civilisations. Donc avant l'invention de l'écriture, c'est pas qu'il n'y avait pas de traces, mais c'est que les traces étaient beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus difficiles à retrouver surtout. Et même si on retrouvait des traces des sociétés humaines qui existaient avant les premières civilisations, c'était des traces qui étaient très très difficiles à exploiter, très très difficiles à interpréter pour les archéologues. L'invention de l'écriture a donc conditionné le début de l'histoire. Donc déjà, première des choses, à cause de la disponibilité des informations exploitables par les archéologues, qui a surtout commencé par définition au début de l'histoire, correspondant à l'invention des premières formes d'écriture. En second lieu,
l'invention de l'écriture est un tournant civilisationnel. C'est le cas de le dire, puisque écriture est égale civilisation. Donc c'est un tournant historique et civilisationnel majeur dans l'histoire de l'humanité, parce que le fait d'avoir inventé une forme d'écriture supposait en fait toute une structure sociale, tout un ordre social sous-jacent pour pouvoir arriver à cette écriture. Les premières formes d'écriture connues sont l'écriture cunéiforme, qu'on retrouvait dans les civilisations mésopotamiennes, et on l'a retrouvée sur des tablettes d'argile. Et en fait, on a réussi à comprendre que ces tablettes d'argile, en fait, n'étaient ni plus ni moins que des livrets de compte, si on veut. Des livrets de compte ou en tout cas des documents qui permettaient d'établir une comptabilité. Elles permettaient aussi de laisser une trace. Donc par exemple, des gens qui faisaient des transactions ou qui échangeaient des marchandises ou qui achetaient ou qui vendaient des marchandises devaient à un certain moment laisser une trace qui reste sur le long terme et qui prouve cette transaction. Et donc le système qui a été inventé pour cela, c'est l'écriture. L'écriture suppose aussi une sophistication linguistique. Elle implique l'existence d'une langue sophistiquée, implique aussi une certaine forme d'abstraction et d'intelligence. Parce que l'écriture, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des signes, des symboles, où chaque symbole va représenter un son qui va être codé sous la forme d'une lettre. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut être arrivé à une certaine forme d'abstraction, une certaine forme de réflexion, une certaine forme d'intelligence. Donc encore une fois, j'en reviens à la définition qu'on avait utilisée de civilisation au singulier. Donc c'est un état d'avancement particulier, un état d'avancement auquel l'humanité, à un moment donné, est arrivée. Donc finalement, cet argument dit que l'écriture suppose ou impose l'existence d'une structure sociale et intellectuelle assez avancée, où on retrouve cette idée de langage, cette idée d'abstraction par le symbole et par les signes, à travers l'écriture, et aussi cette idée de structure économique et commerciale, d'échange entre les individus. Et donc l'écriture était aussi, à ce moment-là, un moyen de codifier toutes les transactions et de garder une trace et une preuve écrite de toutes les transactions qui se faisaient. Pour en revenir aux premières civilisations qui sont apparues, on note plusieurs civilisations qui sont apparues à différents endroits et à des époques différentes, mais à 500 ans près ou à 1000 ans près, on est à peu près sur la même époque. Alors, les premières civilisations apparues, reconnues par les archéologues, sont les civilisations sumériennes, les civilisations de l'Égypte antique, la civilisation de la vallée de l'Indus et la civilisation chinoise. Et si on replace ces civilisations sur une carte, on va se rendre compte d'une chose, c'est que toutes ces civilisations sont apparues à proximité de fleuves ou de cours d'eau, dans des régions très fertiles, dans lesquelles il était facile de cultiver des céréales, dans lesquelles il était facile de subvenir à ses besoins alimentaires. Puis bien sûr, c'est là qu'on voit comment l'agriculture a entraîné à terme l'apparition des premières civilisations. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ce que c'est qu'une civilisation avec un petit peu plus de précision. Donc on a déjà donné une définition générale, on a déjà discuté autour du terme de civilisation, on a discuté de son lien avec l'invention de l'écriture, mais on n'a pas encore vraiment donné les éléments qui nous permettent de comprendre ce que c'est qu'une civilisation. Alors, une civilisation, c'est d'abord une certaine organisation. Une organisation, que ce soit au niveau de l'espace, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau social, tout cela est d'un certain côté une histoire d'organisation. Donc pendant la préhistoire, c'est pas qu'il n'y avait pas d'organisation, mais l'organisation était beaucoup plus rudimentaire. On était sur des tribus de quelques centaines de personnes, où il y avait
des personnes qui devaient être plus fortes, qui devaient sûrement diriger le groupe. Mais en dehors de cela, on n'avait pas vraiment de structure sociale très très avancée. Ni de structure spatiale, ni de structure économique d'ailleurs, parce que tout cela est lié. On parle de civilisation à partir du moment où on arrive à une certaine complexification de toutes ces structures, sociales, économiques et spatiales. Dans un premier temps, on va parler de la structure spatiale qui est propre à la civilisation. On avait vu que pendant la période de la révolution néolithique, il y avait l'apparition des premiers établissements humains sous forme de villages. Donc les premières formes d'établissements humains étaient des regroupements de plusieurs habitations, encore très, très rudimentaires, qu'on appelait des villages. À partir du moment où on parle d'une civilisation, on passe sur une autre échelle, sur une autre structuration spatiale qu'on appelle la ville. En effet, une civilisation se caractérise par la présence de villes. Et puis d'ailleurs, l'étymologie même du mot implique finalement l'existence d'une ville. Ce terme renvoie à la citoyenneté ou à la concitoyenneté et aussi indirectement à la cité. Alors une ville, c'est une structure, une organisation spatiale qui est beaucoup plus complexe qu'un village. Que ce soit en termes de complexité ou en termes de taille. Lorsqu'on parle d'un village, c'est quelques habitations agglomérées, quelques centaines ou oui, je pense pas plus, hein, quelques centaines d'habitants. Et donc, la complexité de cette structure sociale ne va pas être très grande. À partir du moment où on va passer sur un nombre beaucoup plus important, beaucoup plus conséquent d'habitants, et une taille spatiale beaucoup plus importante, on va avoir un changement total de la structure qui va s'opérer. Donc une ville, bien sûr, est définie par deux choses. D'un côté, par un système de voies, un système de circulation, un système de rues, où en général les rues principales sont pavées, et aussi définie par une certaine différenciation spatiale. Là où dans le village on retrouvait des habitations de même taille et de même fonction, dans une ville, on va retrouver des constructions différenciées. Alors d'un côté, bien sûr, on va retrouver les constructions dédiées aux habitations de Monsieur Tout-le-Monde, et on va aussi retrouver des constructions beaucoup plus grandes, beaucoup plus monumentales, qui vont avoir une fonction différente de la seule fonction d'habitation. On va par exemple avoir des monuments religieux gigantesques. En général, c'était de par les monuments religieux que les civilisations antiques exprimaient tout leur génie. On va aussi avoir des structures ou des bâtiments d'ordre administratif, donc, qui vont servir à régler la vie de la cité, à réguler ou à régler les affaires courantes de la cité. La ville se distingue aussi de par un système de protection, de défense, de rempart beaucoup plus avancé que le village. Là où dans un village, on peut retrouver peut-être juste un cerclage, un encerclement du village qui est fait avec quelques pieux en bois ou quelque autre matériau assez rudimentaire. Dans une ville, on va retrouver vraiment la muraille, qui est un élément qui fait partie intégrante de la ville. Puis d'ailleurs, c'est aussi ça ce qui distingue les villes anciennes des villes contemporaines, c'est le fait que les villes soient saintes, soient entourées de murailles et soient bien différenciées de ce qu'il y a autour de la campagne, par exemple. Cette muraille est très très solide pour résister aux éventuels assauts ennemis et est percée de portes. C'est donc dans les villes que sont apparues les premières civilisations. On parle d'ailleurs de cités-États. Dans la plupart des premières civilisations, que ce soit les civilisations sumériennes ou égyptiennes, on retrouve ce qu'on appelle des cités-États. C'est-à-dire que le mode de gouvernance du territoire était concentré avant tout dans des petites entités spatiales qu'on appelait des cités-États. On n'est pas encore sur l'Empire, où on a tout un territoire qui est gouverné, on est plutôt sur des petites portions de territoire centralisées autour d'une cité principale, et cette cité principale va en quelque sorte étendre son influence
sur un territoire assez restreint. Pour les civilisations sumériennes, par exemple, on peut donner l'exemple des cités d'Ur, d'Uruk ou encore Eridu. Le deuxième critère qui nous permet de définir une civilisation, c'est l'organisation sociale. Là où dans la préhistoire, on avait une organisation sociale très rudimentaire, encore une fois, puisque on n'était pas sur les mêmes tailles de société, on n'était même pas on peut même pas vraiment parler de société, on était plus sur une tribu. Bien sûr, on n'a pas la même taille, donc on n'a pas les mêmes mécanismes d'organisation et d'auto-organisation qui vont se mettre en place. Donc, une civilisation est aussi définie par une organisation sociale bien particulière. Alors, d'un certain côté, il y a une spécialisation du travail à temps plein. Ce qui veut dire que chaque individu est spécialisé dans une tâche bien particulière. Cette spécialisation du travail, ou division du travail, va sans cesse croître au fur et à mesure de l'histoire et de l'avancement des civilisations. Si on prend par exemple notre civilisation contemporaine actuelle, je ne sais pas combien, mais sûrement des millions et des millions, je ne sais pas combien on pourrait recenser de travail existant, de jobs existants. Il y a déjà, on peut définir trois grandes catégories, dans trois grandes classes de production économique, trois grandes classes, donc qui sont le secteur primaire qui sert à l'exploitation directe des matières premières, comme l'agriculture par exemple, fait partie du secteur primaire. Il y a ensuite le secteur secondaire, donc qui concerne la transformation des matières premières à travers l'industrie. Et il y a le secteur tertiaire, qui est tout le secteur un peu moderne ou un peu plus moderne des services et des prestations de services. Dans ces trois catégories, on pourrait faire rentrer des millions et des millions de jobs différents qui existent actuellement à notre époque. Donc plus la division du travail est grande, plus la production économique et matérielle de la société, ou même intellectuelle, va être grande, va être diversifiée. Et bien sûr, va aussi être sophistiquée. Pour un peu mieux illustrer mon propos, je vous propose de comparer entre deux objets manufacturés. Prenons l'exemple d'une jarre en terre cuite, donc un récipient en terre cuite, et l'exemple d'une voiture. Alors, pour produire une jarre en terre cuite, cet objet peut être produit par un seul artisan. Un artisan expérimenté, un artisan qui sait manipuler, qui sait travailler l'argile, mais un seul artisan euh, va, être, euh, va être utile ou va être nécessaire à produire cette jarre. Alors que dans le cas d'une voiture, il va falloir des, des centaines, si ce n'est des milliers de personnes qui vont travailler dessus. Alors bien sûr, je ne parle pas uniquement de l'assemblage ou de la production matérielle de la voiture en soi, je parle aussi bien sûr de tout ce qu'il y a autour. Donc de l'étape de la conception à l'étude, les calculs qui doivent être faits par les ingénieurs, ensuite à l'étape de production, et bien sûr toute l'étape qui vient après qui consiste à faire des publicités, à faire des démarches marketing pour pouvoir vendre la voiture, et bien sûr après ce qui consiste à assurer un service après-vente, etc., etc. On pourrait aller très très loin. Alors cet exemple un petit peu caricatural, je vous l'accorde, nous permet quand même de comprendre que plus le niveau d'une civilisation, le niveau d'avancement technologique, ici dans cet exemple, plus il est grand, plus, plus il y aura une division du travail qui est importante. Et à cette division du travail, qui est un critère à cheval entre le social et l'économique, s'ajoute aussi un autre critère qui cette fois-ci est purement social, mais qui est lié au critère précédent, qui est la structure de classe, la hiérarchie. Au sein d'une civilisation, on a donc un ordre social bien défini. Un ordre social qui va durer d'ailleurs très très longtemps, jusqu'au XVIIIe ou XIXe siècle. Et cet ordre social, il est en fait, il peut être résumé très rapidement en disant que 2% ou 3%
de la population gouverne les 97% restants. Cette hiérarchisation de la société peut être comprise à travers la catégorisation proposée par l'historien Georges Dumézil. Dumézil, en fait, défend l'idée que les sociétés antiques et médiévales peuvent, dans leur globalité, être divisées en 3 grandes catégories sociales. Alors, il y aurait d'un côté ce qu'il appelle les laboratores, ou les gens qui travaillent. Donc, ces gens qui travaillent représentent une grande majorité de la population, 90, 95, voire même 97%. Donc, c'est le corps de travail, le corps de production principal. Ce sont les gens qui vraiment vont produire. Donc, pour les premières civilisations, ce sont en fait les paysans, les artisans, et toutes les personnes qui vont être associées de près ou de loin à un travail productif. Il y a ensuite les bellatores ou la classe de guerriers, qui vont avoir pour rôle de défendre la cité et de défendre les habitants de la cité. Et enfin, il y a la classe des oratores, qui est la classe savante, la classe en général religieuse, parce que dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, la classe savante était souvent aussi la classe religieuse. Et c'est aussi bien souvent la classe qui va gouverner. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est bien souvent la classe qui va gouverner. Et cela nous permet de faire la transition vers un 4e critère qui est tout à fait lié à ce critère précédent qu'on vient de voir. Bien, c'est la présence d'une organisation étatique, la présence d'un État. Dans la préhistoire, il n'y avait pas besoin d'organisation supérieure, hiérarchique supérieure, pour pouvoir édicter des règles, édicter des lois qu'il faut respecter, puisque les groupes humains n'ont pas atteint ou n'atteignaient pas un nombre suffisant pour qu'une telle chose soit nécessaire. À partir du moment où les groupes humains atteignent un certain nombre, il y a d'autres structures de gouvernance et de contrôle qui vont se mettre en place. Et cela me fait un petit peu penser à l'idée de contrat social qui est développée par Rousseau. Donc selon Rousseau, l'homme, avant, donc nous ce qu'on a appelé la période de la préhistoire, l'homme était dans ce qu'on appelle l'état de nature. Donc l'état de nature ne nécessitait pas forcément une organisation sociale où il pourrait faire société, mais à partir du moment où les groupes humains atteignent un certain nombre, il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Donc sans forcément s'étaler sur ce que c'est que le contrat social, on pourrait résumer ça en une phrase: chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile. Donc c'est aussi un petit peu l'interprétation qu'on pourrait faire de l'État. Donc c'est le fait d'accepter qu'il y ait une autorité supérieure qui va nous gouverner en tant que peuple pour pouvoir accéder à des libertés plus grandes, malgré le fait qu'on doit renoncer à d'autres libertés qu'on aurait pu avoir dans ce qu'on appelle l'état de nature. Donc dans cette conception du monde, l'intérêt général va passer au-dessus de l'intérêt individuel. On est prêt à se soumettre à un certain nombre de devoirs pour pouvoir récupérer aussi un certain nombre de droits. Et finalement, cette idée de contrat social développée par Rousseau est en fait le fondement de toute structure sociale un petit peu sophistiquée et évoluée. On ne peut pas concevoir qu'une société existe si un État n'existe pas. Et donc, une civilisation est aussi définie par la présence d'une structure hiérarchique supérieure qui va gouverner un ensemble de personnes qu'on peut appeler l'État. On peut donc résumer une civilisation à ces trois grands critères, ou à ces 4 grands critères plutôt, relatifs finalement à l'organisation, qu'elle soit spatiale à travers les villes, sociale à travers les différentes classes hiérarchiques existantes, économique à travers la spécialisation du travail, et aussi
aussi politique à travers l'existence et la présence d'un État. Alors il existe aussi d'autres critères sur lesquels on pourrait un petit peu plus s'attarder, comme par exemple l'existence de commerce au sein de la cité, au sein d'une ville. Les villes, bien sûr, se, se définissent avant tout comme étant une concentration spatiale d'autres quantités. Donc une concentration spatiale d'individus, une concentration spatiale de richesses, une concentration d'hommes et d'activités. Et cette concentration est propice aux flux et aux échanges, et notamment aux échanges commerciaux. Donc une civilisation peut aussi se traduire par l'existence de commerce. L'existence de commerce, donc on avait vu durant le podcast précédent ce que c'était que le surplus de production. Donc le fait d'avoir une production supérieure à ce qu'on consomme, ce qui pose la question de ce qu'on va faire de cette production, et bien sûr, la réponse est toute naturelle. Bien, on va échanger cette production qu'on a en plus contre autre chose qu'on n'a pas. Les cités sont donc des carrefours majeurs d'échanges, de transactions et de commerce. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'elles doivent être si bien protégées par une armée et par des murailles. On pourrait aussi ajouter aux critères définissant une civilisation les réalisations, qu'elles soient matérielles, architecturales ou encore intellectuelles ou scientifiques. Même si on ne parle pas vraiment de science à l'époque, on parle plus de... En fait, à l'époque, la frontière entre science et religion est très, 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 très ténue. On ne parle pas encore vraiment de science. Mais on peut parler déjà d'une certaine forme de savoir et une certaine volonté de développer ce savoir. Et c'est ce qui va me permettre d'ouvrir une dernière petite parenthèse avant de pouvoir conclure ce podcast, dans laquelle je voudrais vous parler, justement en rapport avec la religion et la science des premières civilisations. Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les cosmogonies. Donc une cosmogonie, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que chaque civilisation, que ce soit la civilisation sumérienne, la civilisation égyptienne, la civilisation grecque, en tout cas la grande majorité des civilisations antiques, si ce n'est toutes, ont conçu leur monde suivant un certain modèle. Ont imaginé leur monde et leur religion suivant un certain modèle. Étymologiquement parlant, le mot est composé de cosmo et gon. Donc ce sont deux racines grecques où cosmo veut dire monde et gon veut dire engendré. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a engendré ou qu'est-ce qui a créé le monde? C'est un peu, si on veut, un récit de la création du monde et un récit permettant d'expliquer le monde. Et pourquoi je vous parle de ces cosmogonies? Bien parce que dans les civilisations antiques, l'aspect religieux était l'un des aspects les plus importants au sein de ces civilisations. Et ces religions sont basées sur justement ces cosmogonies. Les cosmogonies qui influencent directement la manière de voir le monde de ces civilisations. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est que chaque civilisation antique a une cosmogonie. C'est un invariant parmi les différentes civilisations à travers le monde, et ce sont parfois des civilisations qui ne se sont pas côtoyées ou qui ne sont pas apparues au même moment, et qui présentent toutes un récit de la création du monde, de leur monde. Personnellement, je pense qu'à cette époque, les êtres humains avaient réellement besoin de donner un sens à tous les phénomènes qu'ils observaient dans la nature, sans pouvoir les expliquer scientifiquement. Donc, l'une des solutions pour pouvoir expliquer tout cela était de supposer ou de présupposer l'existence de divinités qui les dépassent, qui sont tout-puissants et qui auraient pu créer un tel monde avec de telles forces qui s'expriment dans la nature. Dans la grande majorité des cosmogonies, on retrouve des dieux très ressemblants aux êtres humains, qui sont anthropomorphes, qui vont engendrer l'univers et l'homme par la volonté de plusieurs choses. Ça peut être par
par un geste, par un souffle, généralement par un acte qui va nécessiter un certain effort. Bien souvent aussi dans les cosmogonies, il y a la présence d'animaux qui vont jouer un rôle dans la création de l'univers. Et pour moi, les cosmogonies sont un moyen, ou l'étude des cosmogonies sont un moyen de savoir comment une civilisation entretient son rapport avec le monde. On retrouve par exemple dans la cosmogonie de l'Égypte antique, où l'être humain est modelé à partir de limon du Nil. Vous savez que le limon, c'est ce sable argileux qui permet de fertiliser les terres autour du Nil. Et c'est grâce à ce limon que l'Égypte antique, toute la région de l'Égypte autour du Nil, était si fertile et a permis le développement d'une civilisation à cet endroit-là. Et pour terminer sur une note un petit peu plus architecturale, alors il est vrai que durant tout ce podcast, nous n'avons presque pas parlé d'architecture. Nous avons surtout fait de l'histoire encore une fois, tout comme le podcast précédent. Et encore une fois, je justifie la chose par l'importance de comprendre les structures sous-jacentes qui, à un moment donné, produisent l'architecture. Si on voulait donner une métaphore de cela, les caractéristiques culturelles et civilisationnelles d'une civilisation sont en fait un petit peu, si on veut, comme le code génétique. Le code génétique dans une cellule ou dans un corps. Si on ne sait pas ce que c'est que le code génétique, si on ne sait pas ce que c'est que l'ADN, on ne peut pas comprendre comment cette cellule ou comment ce corps a été construit. Donc, les aspects et les caractéristiques civilisationnelles sont le code génétique qui, par la suite, va engendrer des productions matérielles, parmi lesquelles l'architecture. C'est maintenant la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à rétribuer la vidéo d'un j'aime, de la partager avec vos amis qui pourraient être intéressés et de vous abonner. Ce que j'aime bien faire à la fin de chaque podcast et ce que j'essaierai de faire dans les podcasts prochains, c'est de vous laisser en musique. Donc à chaque fois que je terminerai un podcast, je choisirai une musique dans le répertoire classique en général. C'est une musique vraiment qui me parle et qui me passionne et que j'écoute souvent, notamment en ce qui concerne le répertoire pianistique. Donc je pourrais piocher un petit peu dans mes disques, dans mes musiques favorites, pour essayer de vous proposer une musique, si possible, qui soit en relation avec le sujet du podcast. Donc cela vous permettra de découvrir une musique à la fin de chaque podcast. Alors bien sûr, pour des raisons de copyright, je ne pourrai pas vous mettre la musique entière, juste les 30 premières secondes. Mais je vous mettrai bien sûr le titre et le nom du compositeur, comme ça si elle vous plaît, vous pourrez aller la réécouter. Puis comme je crois que musique et architecture ne sont finalement que deux faces différentes d'une même pièce, c'est une histoire de composition, hein. L'harmonie, le rythme, la texture, le contraste et surtout la beauté. Toutes ces choses sont partagées à la fois par la musique et par l'architecture. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne musique pour conclure un podcast sur l'architecture. Je vous laisse cette fois-ci avec une musique un petit peu spéciale. Il s'agit de l'hymne à Nikal, extrait des chants ourites. Alors, derrière ce nom un petit peu bizarre, il se cache en fait l'une des premières, en tout cas celle qui est considérée comme étant l'une des premières musiques écrites de l'histoire. Cette musique a été retrouvée sur des tablettes cunéiformes dans la région d'Ougarit en Syrie. Donc à l'époque, cette partie du monde était mésopotamienne et je vous laisse sur ces informations écouter à quoi cela ressemble.